Et bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il faut maîtriser ses nerfs, prévient le camp Hollande qui s'inquiète du duel qui opposera demain leur champion à Martine Aubry. Les deux finalistes réussiront-ils à se différencier sans s'invectiver? Réponse avec l'invité du 22h tout à l'heure, Jack Lang. Et puis que fera Arnaud Montebourg? Pour l'instant, il attend la réponse à la lettre résumant ses propositions. L'une d'entre elles, la démondialisation, laisse sceptique dans un monde mondialisé, analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Il n'avait rien dit sur les primaires. Nicolas Sarkozy est sorti de sa réserve aujourd'hui en critiquant vertement ce mode de désignation qu'il juge contraire à la Ve République, une prise de position inverse à plusieurs ténors de la majorité. Et puis on le dit, cadenassé à double tour, brillant certes, mais aussi raide, voire terne. Mais c'est là un portrait très réducteur de celui qui fut désigné par Jacques Chirac comme le meilleur d'entre nous. Pour en savoir plus sur le plus secret des politiques, Alain Juppé, notre invité ce soir, Anna Cabana, auteur de Juppé, l'orgueil et la vengeance. Bonsoir et merci d'être de plus en plus nombreux à nous être fidèles à 22h. On va débuter ce journal par cette bonne nouvelle qui se confirme ce soir, mais par précaution, nous emploierons le conditionnel. Après 5 ans d'emprisonnement, Gilad Shalit, ce jeune soldat franco-israélien enlevé en juin 2006 dans la bande de Gaza, pourrait être libéré dans les prochains jours. Ce soir, le Hamas d'un côté et Benyamin Netanyahou de l'autre confirment qu'un accord a été trouvé. On apprend à l'instant que le chef palestinien Marwan Barghouti serait libéré dans le cadre de cet accord. Par ailleurs, au total, plus de 1000 détenus palestiniens seraient concernés par l'accord et donc libérables. Pour en parler ce soir avec nous en ligne depuis Jérusalem, Shira Ansky, elle est porte-parole de la famille de Shalit en France. Madame Ansky, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que d'ores et déjà vous nous confirmez cette bonne nouvelle, cet accord? Oui, j'espère. Hein. En fait, c'est en ce moment-ci que ça se joue. Il y a les réunions de gouvernement israéliennes qui prennent place dans ces moments dont on parle. Et cette vote va être soumise au ministre qui entoure le Premier ministre. Mais voilà, il y aura certainement des ministres qui vont s'opposer. Mais comme toujours, c'est une question de majorité. Et j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Mais on n'est jamais allé aussi loin dans l'espoir de libération, donc je peux vous confirmer que j'ai jamais vu encore la maman de Gilad souriante depuis 5 ans, donc ça veut tout dire pour moi. Est-ce que vous attendez Gilad Shalit, comme l'a dit d'ailleurs Benyamin Netanyahou, dans les prochains jours? C'est peut-être une question donc d'heures, de jours? Son retour en France? Il s'agit, juste pour vous dire, parce qu'il s'agit de 1934 jours et nuits que Gilad n'a pas vu sa famille. Il s'agit de 3 ans que la famille et que le peuple d'Israël, de la France, n'a jamais eu une preuve de vie. Donc maintenant, si c'est une question de quelques heures, quelques jours, bon, ça peut être d'importance après toute cette souffrance, vraiment. Madame Ansky, on l'apprend, donc le chef palestinien Marwan Barghouti serait donc libéré dans le cadre de cet accord, avec aussi plus de 1000 détenus palestiniens qui seraient donc libérables. Vous nous le confirmez? Il y a bien tout cela dans cet accord aujourd'hui? Je confirme, oui, je confirme ce que je sais comme tout le monde, c'est-à-dire je suis pas aux côtés des gens qui concluent l'accord, mais ça a été depuis toujours. Il s'agissait toujours de Marwan Barghouti dans cet accord d'échange, oui. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Shiransky. Je rappelle que vous êtes... En fait, pour vous dire que c'est une grande joie qui se passe ici. Il y a des dizaines et des centaines de citoyens qui montent dans l'attente de la famille, qui est inondée là de joie. Et c'est vraiment un moment unique dans l'histoire. Et demain encore, ça va continuer. Et il faut voir, cette nuit sera longue, mais je peux vous dire qu'il s'agit aussi d'une décision cruciale parce qu'il y a des dizaines de prisonniers palestiniens qui étaient condamnés à prison à vie à plusieurs fois, qui étaient impliqués directement dans des attentats terroristes. Et ce n'est pas évident
Mais cette décision était prise. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Madame Sharansky. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la famille de Gilad Shalit en France. Merci d'avoir bien réagi ce soir après, on l'espère, cette bonne nouvelle définitive. Dans l'actualité également, c'est un courrier qui ne doit pas rester lettre morte. La correspondance d'Arnaud Montebourg adressée à Martine Aubry et François Hollande est au centre de toutes les attentions. De la réponse des deux candidats dépendra très probablement la consigne de vote du troisième homme. Tous les détails avec Margot Aubrio. C'est une lettre qui est désormais au centre de toutes les attentions. Une lettre adressée par Arnaud Montebourg aux deux candidats avec une question. Qui intégrera le mieux ces trois conditions? Le protectionnisme européen, la mise sous tutelle des banques et l'avènement d'une 6e République. Avec ses 17% de voix, Arnaud Montebourg le sait, il est désormais l'arbitre du second tour des primaires. Martine Aubry ou François Hollande, à la première, il ne pardonne pas l'affaire Guérini. Le second avait rejeté son concept de 6e République. L'équation est délicate, mais Arnaud Montebourg fera son choix. Hier, il avait entretenu le doute. Aujourd'hui, le député de Saône-et-Loire l'a décidé. Je prendrai mes responsabilités. Ça veut rien dire. Ben si, ça veut dire que je suis un dirigeant politique. Je suis capable moi-même de faire des choix et donc je ferai certainement un choix. Sa voix, il la monnaie maintenant au prix fort. Il réclame aux candidats un engagement écrit. Il publiera même leurs réponses. Reste à savoir si Arnaud Montebourg se prononcera à titre personnel ou s'il appellera ses électeurs à le suivre. Réponse dans la semaine après le débat de l'entre-deux-tours des primaires socialistes. Et nous avons ce soir les résultats définitifs de cette primaire. Les voici. Le taux de participation est de plus de 2 600 000 votants. François Hollande est arrivé en tête avec 39,2% des voix. Devant Martine Aubry, 30,4%. Arnaud Montebourg, 3e avec 17,2%. Ségolène Royal vient ensuite avec 6,9% des voix. Suivi de Manuel Valls, 5,6%. Et enfin, Jean-Michel Baillet ferme la marche avec un score de 0,6%. Et puis sur le sujet des primaires, Nicolas Sarkozy entre dans l'arène politique et critique vertement ce mode de désignation qu'il juge contraire à l'esprit de la 5e République. Il l'a dit ce matin au petit déjeuner de la majorité. Ce soir, François Hollande a plus que jamais un mot à la bouche quant à lui, rassembler. Tout à l'heure, sur le plateau du 20h de TF1, il a répondu à la critique de gauche molle de Martine Aubry en précisant sa conception de la gauche. On l'écoute. Je ne suis pas un commentateur des autres. Je ne fais pas de petites phrases sur les uns sur les autres qui peuvent blesser. Elles vous ont blessé ces phrases? Moi, rien ne m'atteint. Mais en même temps, les primaires, c'est fait pour faire gagner la gauche. C'est pas fait pour la diviser. Et gauche molle, gauche dure, c'est d'abord une gauche sincère qui doit se présenter. Une gauche solide. Et une gauche qui doit permettre le succès, qui doit gagner. Moi, c'est ce que je fais. Je fais en sorte que la gauche gagne. Et mon seul adversaire, il n'est pas dans la primaire. Il est Nicolas Sarkozy. Et dans un instant, notre invité politique, Jack Lang, qui va nous parler du candidat finaliste à la primaire PS, François Hollande, qui était en déplacement aujourd'hui dans le 18e arrondissement de Paris, avec toujours l'objectif de ne pas relâcher la pression, d'autant plus qu'un sondage Opinionway pour le Figaro ce soir le donne vainqueur pour le second tour, mais avec une remontée de Martine Aubry, plus que jamais dans le camp du député de Corrèze. On cherche à rassembler Faustine Saint-Geniès. Il est en visite dans le 18e arrondissement de Paris pour reconquérir un électorat populaire qui a préféré Martine Aubry au premier tour. Alors on serre des mains, l'accolade est de rigueur pour un candidat très entouré. Sa thématique, le logement. Son but, rassembler sur son nom. Vous avez voté Hollande, madame? Oui. Et là, je dis oui. Mais surtout, répondre coup pour coup à son adversaire. Je n'aime pas les manœuvres obliques. On a à s'expliquer. Moi, je suis de gauche. J'ai pas besoin d'en faire la démonstration. Et éviter les pièges de l'entre-deux-tours où Arnaud Montebourg joue la vedette. Je ne vais pas reprendre le projet des autres. Ça, c'est quand même un comble que celui qui a fait près de 40% finisse par prendre le projet de ceux qui ont fait beaucoup moins. Ne pas relâcher la pression, mobiliser dimanche, les mots d'ordre du candidat pour cette dernière ligne droite de la primaire socialiste. Invité du 22h de Public Sénat, l'ancien ministre et député du Pas-de-Calais, Jack Lang. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors il fait la pluie et le beau temps chez les socialistes. Je parle d'Arnaud Montebourg. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Vous voulez dire Arnaud? Oui. Oh, c'est un bon camarade, c'est un garçon brillant et talentueux.
J'ai la chance de le connaître depuis fort longtemps. Et c'est vrai qu'il a mené une brillante campagne dans le cadre des primaires. Que d'éloges, c'est pas de circonstances. Ah non, c'est mon sentiment permanent le concernant. Alors, il a dit ce matin, vous l'avez probablement entendu sur Europe 1, qu'il fera un choix entre Martine Aubry et François Hollande. Est-ce que vous avez décelé, interprété déjà une proximité, une convergence vers tel ou tel candidat dans ses propos? Écoutez, nous sommes tous membres du Parti socialiste. L'ensemble des candidats ont été bons. Les deux candidats en lice sont bons, Martine Aubry et François Hollande. Naturellement, des aspects particuliers peuvent différencier les uns les autres. Dieu merci, nous ne sommes pas construits de la même manière, chacun a son style, ses particularités. Mais le corps de doctrine est le même. Quand Arnaud Montebourg souhaite une république renouvelée, je ne peux qu'être d'accord, puisque je me bats moi-même en faveur d'une profonde démocratisation de notre système. Lorsqu'il souhaite une mise sous tutelle des banques, comment ne pas l'approuver, puisque aujourd'hui nous constatons tous que les pouvoirs politiques sont beaucoup trop faibles face aux marchés financiers et face aux banques. Donc il y a sur toute une série de sujets tout naturellement une convergence d'idées. Alors, peut-être de votre part, mais est-ce qu'il y a une convergence également pour François Hollande? Est-ce qu'il y a une plus grande proximité entre François Hollande et Arnaud Montebourg? Selon vous, ils sont tous socialistes et finalement, c'est pareil. Écoutez, il ne s'agit pas d'entrer dans des négociations, des discussions. François Hollande est arrivé en tête du scrutin. Il est, selon 61% des Français, celui qui est le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy. Et le vrai sujet est quand même là aujourd'hui. Dimanche prochain, c'est la première étape de l'élection présidentielle. Alors parlons-en, et justement. Donc, oui. La question qui se pose est de savoir qui nous choisissons pour mener ce combat contre le président sortant. Mon sentiment, c'est que François Hollande est le plus rassembleur et celui qui pourra, autour de lui, réunir le maximum de citoyens le jour venu. Et pour cela, vous l'avez dit, il faut qu'il transforme l'essai. L'enjeu du débat entre deux tours est très important. Est-ce que vous appelez François Hollande à tomber le masque mitterrandien, à plus se mouiller, j'allais dire Jack Lang, à plus trancher sur certaines questions importantes? Mais il est très tranchant sur beaucoup de questions. Vous savez, le caractère tranchant d'un engagement ne s'évalue pas au hurlement, ou au point qu'on tape sur la table. Les positions de François Hollande sont claires et nettes sur toute une série de sujets. La gouvernance économique de l'Europe, l'école. Alors sur l'école, on en a fait même le reproche d'être allé trop loin, mais il a eu raison sur l'école. Il est le seul à dire qu'il fera adopter un plan pluriannuel de création et de recrutement de maîtres sur les 5 années qui viennent. Et je pense que c'est absolument indispensable. Voilà une décision claire qui montre un homme décidé à agir. Et il est votre candidat, on l'a bien compris. Est-ce que, comme Mitterrand autrefois, qui avait réussi la synthèse, on se souvient, entre Chevènement et Mauroy, est-ce que François Hollande va devoir faire la synthèse, le rassemblement entre Manuel Valls d'un côté et Arnaud Montebourg? Non, je crois que c'est le devoir de tout candidat socialiste de rassembler l'ensemble des socialistes. Et encore une fois, les divergences ne sont pas telles. Ce qui nous réunit est plus important que ce qui peut, sur tel ou tel sujet, nous opposer. Nous sommes tous socialistes et chacun apporte sa couleur, sa musique, son regard, son style. Et pour le reste, je pense que François Hollande, par son tempérament, par son expérience, par sa stature, sera le mieux à même de rassembler toutes les sensibilités. Alors, et au-delà de la gauche, le maximum de Français. Alors encore une question avant de parler de l'école et de votre livre. Vous aviez soutenu Ségolène Royal en 2005, Martine Aubry il y a un an, Dominique Strauss-Kahn évidemment avant l'épisode new-yorkais, François Hollande aujourd'hui. Est-ce à dire finalement qu'ils sont interchangeables, qu'il n'y a pas de candidat et de leader naturel? Mais il y a un candidat qui s'impose à un moment donné. François Hollande est l'homme juste de la situation d'aujourd'hui. Ségolène Royal était la personne qui paraissait juste pour mener la campagne contre Nicolas Sarkozy. Elle a échoué. Bon, elle a échoué. C'est un fait qui, aujourd'hui, se constate malheureusement dans cette primaire. Quant à Martine Aubry, j'ai contribué en effet avec un certain nombre de camarades à la porter,
au premier secrétariat du Parti socialiste, où elle a accompli un bon travail. Pas plus loin pour elle, selon vous, le parcours s'arrête là, pour le moment, le destin? Mais elle pourra accomplir beaucoup d'autres bonnes choses. C'est une femme de talent, c'est une femme intelligente, qui a été un bon ministre, qui est un excellent maire à Lille. Voilà, je pense qu'il n'est nul besoin d'ailleurs d'être président pour accomplir de grandes choses, ni même d'être ministre. Ça, si tout le monde le pensait, il n'y aurait pas autant de candidats. Mais en tout cas, disons, la camaraderie, l'esprit de camaraderie, le respect devront l'emporter au cours des prochains jours, lors du débat demain. Voilà, oui, bien sûr, c'est normal. Il faut donner l'exemple. La primaire a été exemplaire et fait l'admiration de tout le monde. Il faut que demain, le débat soit exemplaire par sa qualité et par sa sérénité. Alors, Jack Lang, vous publiez ce livre, Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école, aux éditions Le Félin. J'allais vous dire avec ce titre, vandalisme et État, est-ce que ces deux mots vont ensemble? Est-ce que vous ne tombez pas dans la caricature? Non, c'est malheureux. La caricature, ce sont les faits eux-mêmes. Quand même, quand en l'espace de 10 ans, depuis que la droite est au pouvoir, on supprime 150 000 postes et emplois 15% des effectifs de l'éducation nationale, c'est une manière de vandalisme ou de destruction ou d'hémorragie ou d'amputation, comme vous voudrez. Et aujourd'hui, l'école en souffre énormément. Des classes surchargées, la formation pratique des maîtres supprimée, des professeurs non remplacés lorsqu'ils sont absents. Et vous verrez que malheureusement, la rentrée 2012 sera une rentrée catastrophique si la gauche ne revient pas au pouvoir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous soutenez évidemment la proposition de François Hollande de recréer 60 000 postes dans l'éducation. Soit, Jack Lang, oublions qu'il y a une crise, oublions que nous avons une dette abyssale. Mais vous n'ignorez pas qu'il n'y a pas assez de candidats pour ces postes-là. Il n'y a pas assez de candidats aujourd'hui. Quand j'étais ministre... Vous êtes devant, vous savez qu'il y en aura demain? Mais bien sûr, lorsqu'une dynamique nouvelle sera créée, lorsque j'étais au gouvernement sous l'autorité de Lionel Jospin, nous avions mis au point déjà un plan pluriannuel de recrutement. Nous avions créé une dynamique, un souffle, un élan, et il y avait 3 ou 4 fois plus de candidats qu'aujourd'hui. Mais à partir du moment où vous supprimez les postes par milliers, vous supprimez la formation des maîtres, vous découragez l'ensemble des professeurs, les étudiants se détournent tout naturellement de ce métier. Et le devoir de la gauche, ce sera au contraire de recréer un souffle et un élan en faveur de l'école. Réapprendre à aimer l'école et à aimer enseigner, c'est bien ça? Absolument, absolument. C'est l'un des plus beaux métiers du monde. Moi-même, je suis professeur, non pas de lycée, mais de l'enseignement supérieur. Et j'ai envie que les jeunes, aujourd'hui, se tournent vers ce métier. Et j'ai envie que l'on donne à nos élèves et à nos enfants les meilleurs professeurs du monde. Jack Lang, l'auteur de Pourquoi ce vandalisme d'État contre l'école et soutien de François Hollande. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré en tout début de soirée, la suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité et notamment la journée de mobilisation en demi-teinte pour dire non à l'austérité. Le tour de l'info, il est concocté par Cécile Sixou. C'est pas une journée pour dire nous avons fait une journée contre les plans d'austérité. C'est une journée qui veut poser les questions liées à la crise économique et sociale, qui veut les poser en termes de débat avec l'ensemble de la société. Et donc, nous sommes appelés à mobiliser à nouveau si nous ne sommes pas entendus. Pour dire non à l'austérité, ils étaient 270 000 en France aujourd'hui selon les syndicats et 145 000 selon le ministère de l'Intérieur. On est loin des grandes mobilisations de l'année dernière contre la réforme des retraites. Divisés sur la méthode à utiliser à 8 mois de l'élection présidentielle, les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un appel à la grève nationale. Une journée qualifiée d'agitation syndicale par le ministre de la fonction publique, François Sauvadet. Une relance de la décentralisation, un Sénat plus modeste, c'est ce qu'a annoncé Jean-Pierre Bel tout à l'heure. À l'occasion de la reprise des travaux parlementaires, le nouveau président du Sénat a mis en garde le gouvernement. Le gouvernement ne dispose plus que de la moitié du temps parlementaire. Il doit en tirer toutes les conséquences et éviter de surcharger notre ordre du jour de projets de loi émotionnels ou de circonstances. 250 000 € de revenus, c'est le montant à partir duquel vous serez taxé de très riche.
Gouvernement et majorité sont en effet parvenus à un accord. Dans le détail, pour les revenus compris entre 250 000 et 500 000 euros, la taxe est de 3%. Et pour ceux qui gagnent plus de 500 000 euros, ce taux passe à 4%. Initialement prévue pour 2 ans, cette nouvelle contribution devrait se pérenniser tant que le budget n'est pas à l'équilibre. C'est un vote décisif qui devrait intervenir dans la nuit. Les députés slovaques doivent se prononcer sur le plan d'aide à la Grèce. Mais pour le moment, les divisions au sein du pouvoir bloquent l'adoption du projet. En cas de désaveu de la Slovaquie, le Parlement slovaque pourra solliciter un deuxième vote d'ici la fin de la semaine, comme le prévoit le système du pays. Une ultime chance pour les négociations. 7 ans de prison, 3 ans d'inéligibilité et le versement de 200 millions de dollars. Yulia Tymoshenko, ex-premier ministre ukrainienne, est accusée d'avoir signé des accords avec la Russie sans l'autorisation de son gouvernement. Elle a décidé de faire appel. Ce soir, les États-Unis, l'Union européenne, la France et la Russie dénoncent ce jugement, une affaire au caractère manifestement anti-russe selon Moscou. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, le Parlement slovaque a rejeté le renforcement du Fonds de secours européen. Notez que le dirigeant a annoncé la possibilité d'un nouveau vote sans toutefois fixer de date. La suite du 22h, je vous présente nos invités qui nous ont rejoints. Anna Cabana, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, grand reporter au point. Dans un instant, nous parlerons de ce livre, L'orgueil et la vengeance, une biographie sur Alain Juppé chez Flammarion. Et notre chroniqueur, Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors il pourrait faire l'objet d'un livre, Arnaud Montebourg, il a tant d'attention autour de lui, mais en ce moment, on va s'intéresser d'abord à son concept de démondialisation. Jean-Louis, en quoi ça consiste la démondialisation? Il ne donne pas de définition, c'est quand même ça le problème. En revanche, il donne ce qu'on pourrait appeler un synonyme, c'est-à-dire que derrière le mot de démondialisation, il entend visiblement la protection. Donc on a à peu près une idée de ce que cela veut dire, et évidemment il y a des arguments qui sont présentés et qui sont de poids, puisque la France a un déficit commercial extérieur qui ne cesse de croître. L'INSEE évalue à 10 000 emplois perdus par an, notamment dans l'industrie, à cause de la concurrence extérieure. Donc les Français ont l'impression de perdre pied, et donc effectivement ça met en avant l'idée de protection. D'ailleurs, le président Sarkozy s'était fait élire sur l'idée « je suis élu pour protéger les Français ». Les protéger de quoi? D'un commerce inéquitable vu pour les Français. Alors ça consisterait en quoi? D'abord, M. Montebourg parle de droits de douane. Parle de droits de douane. Et d'ailleurs, ça a existé dans la construction de l'Europe, puisqu'il y avait un tarif extérieur commun, qui ensuite s'est littéralement effondré. Et dans sa lettre à Mme Aubry et à M. Hollande, il parle d'un protectionnisme européen. Donc ça serait donc de remonter, mais il n'est pas très explicite, ça serait d'augmenter les droits de douane aux frontières de l'Europe. Ensuite, il parle, et il faudrait développer l'idée d'un commerce équitable. Et il est vrai que, par exemple, la Chine ne traite pas nos produits comme nous traitons de manière très libérale les produits chinois. Et ensuite, il y a une concurrence déséquilibrée pour des raisons de taux de change, pour des raisons de conditions sociales, des raisons écologiques, et il faudrait rétablir également cela. Bon, ça reste encore flou, mais est-ce que c'est possible concrètement? Alors, il y a quand même 3 problèmes. D'abord, il y a un vrai problème qui est le déficit et les problèmes de perte d'emploi, notamment dans l'industrie. Mais il y a 3 problèmes qui sont, à mon sens, institutionnels, économiques et politiques, que l'on oublie souvent. Institutionnel, d'abord parce que la France a signé un certain nombre de traités à l'Organisation mondiale du commerce, de traités européens, et notamment, elle a délégué ses pouvoirs en matière commerciale à Bruxelles. Donc nous ne sommes plus maîtres de nos frontières commerciales. Donc il faudrait remettre tout cela en cause, ce qui est tout à fait possible. On peut remettre en cause des signatures que nous avions accordées il y a plusieurs années. Il y a un problème économique qui vient de l'imbrication énorme des processus industriels. La haute technologie, par exemple, c'est conçu aux États-Unis, fabriqué en Chine et vendu en France. Donc remettre tout cela en question posera un certain nombre de problèmes. Et en fait, il y a un problème politique. Il y a en France beaucoup de gens qui souffrent de la mondialisation, incontestablement, notamment les ouvriers et les agriculteurs. Mais il y a une part importante de la population qui bénéficie
de la mondialisation. Je pense aux couches urbaines qui travaillent dans les services, qui ne sont pas frontalement opposées à la mondialisation et qui ont des produits moins chers grâce à la mondialisation. Donc il y a une division qui s'opère et souder un peu tout le monde sur ce thème ne sera pas si simple. Merci beaucoup Jean-Louis. Anna Cabana, est-ce que le personnage Montebourg, est-ce qu'il est intéressant? C'est un personnage qui a émergé, il a son style, sa gouaille avec une intonation un peu théâtrale, sa diction un peu surfaite. Il pourrait faire l'objet d'un livre, il est assez romanesque pour faire l'objet d'un portrait, ça je vous le confirme Sonia. Il est en train de s'étoffer en plus, hein, le romanesque, c'est des enchevêtrements de moments. Il pourrait m'inspirer, il ne m'inspire pas encore, mais il pourrait m'inspirer. Celui qui vous a inspiré, c'est Alain Juppé, on parle de lui et de votre livre. Est-ce que ça fait longtemps que ce projet existe, ce projet de livre? Oui, j'ai envie de vous dire que ça fait même très très longtemps, parce qu'en fait ça fait 8 ans que je travaille sur le personnage Alain Juppé. C'est le premier bouquin que j'ai eu envie de faire. Après, d'autres se sont intercalés dans les interstices. Mais le premier personnage, c'est celui qui m'avait frappé parce c'était l'époque de la tragédie Juppé. C'est-à-dire qu'on était en 2003-2004. Il était condamné en première instance au procès, condamné très lourdement. Il vivait ça comme une infamie. Il était obligé de demander une suspension d'audience pour assister aux obsèques de sa maman. Alors quand on sait ce que représente Maman Juppé pour Alain Juppé, on est vraiment là dans le cœur de son drame. Et c'est un personnage qui est blessé. C'est-à-dire que c'est comme des strates de blessures. Oui, c'est ça ce qu'on ressent. Vous le décrivez tellement blessé, tellement offusqué hein, quand il apprend sa condamnation que finalement on pourrait se dire il pourrait être rancunier, qu'on ne lui reprocherait pas, il pourrait même vouloir se venger. Mais est-ce qu'il est comme ça, Alain Juppé? Il est rancunier, Alain Juppé. C'est-à-dire que ça, même lui est obligé de l'admettre. C'est-à-dire qu'après, la question de savoir la vengeance, c'est le passage à l'acte. Mais la rancune, il est habité de rancune, mais depuis toujours. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, attention, c'est-à-dire que la rancune ne fait pas de lui un mauvais bonhomme qui se réjouit du malheur des autres. Tueur en politique, Alain Juppé. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il a le grain de folie? Parce qu'il a tout ce qu'il faut. Sonia, tout, vraiment tout. C'est-à-dire qu'il a, on va pas revenir, la limpidité intellectuelle, la rigueur, l'intelligence, voilà, le sérieux, le sens de l'État, la religion même du service de l'État. C'est plus qu'un sens de l'État. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le service de l'État comme on entre en religion. Il est loyal, abominablement loyal, terriblement loyal. Il est d'une fiabilité absolue. Mais c'est pas un putschiste. Voilà, la vraie question. Pas le premier pas. La vraie question, c'est qu'il attendra que la voie soit ouverte. Et la voie pour lui aujourd'hui peut être ouverte si Nicolas Sarkozy n'y allait pas. Alors là, je peux vous dire que si Nicolas Sarkozy n'y va pas, Fillon n'a qu'à bien se tenir. C'est-à-dire que la question de savoir s'il y aura un match entre les deux recours que seraient Fillon et Juppé, moi je considère que Fillon et Copé se sont neutralisés en se bouffant le nez tous les deux depuis maintenant 2 très longs mois, et Juppé est sans coudée au-dessus de ces deux-là. Donc si Sarkozy n'y va pas, bien sûr que la voie est ouverte pour Juppé. Maintenant, est-ce que Juppé fera en sorte que Sarkozy n'y aille pas? Ça, c'est toute la question. Et je crains, Sonia, qu'il soit trop loyal précisément pour être celui qui portera le couteau dans le dos de Nicolas Sarkozy. C'est un ministre des Affaires étrangères qui, et ça, personne ne lui conteste également, qui réussit quand même de belles choses dans son ministère. Est-ce qu'il est heureux à ce poste? Il est terriblement heureux. En fait, c'est-à-dire que le retour au gouvernement, qui lui a été déconseillé par nombre de ses proches, et puis jusqu'à son épouse Isabelle, qui était quand même très réservé sur l'opportunité pour lui de reprendre du service auprès de Nicolas Sarkozy. Il faut bien voir que ces deux hommes-là sont quand même des rivaux depuis 30 ans. C'est pas une petite histoire, hein. C'est bien plus ancien même que la rivalité Sarkozy-Villepin. On a beaucoup parlé de cette rivalité Sarkozy-Villepin, mais la rivalité Sarkozy-Juppé, elle est historique. Elle est historique et elle est bien plus lourde d'histoire et de souffrances réciproques que ne l'est encore la rivalité entre Sarkozy et Villepin. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le retour de Juppé au service de Sarkozy, c'était quelque chose de très difficile. Et en même temps, il ne pouvait pas s'empêcher de servir l'État. Et donc, il est passé à l'acte et aujourd'hui, il est en position de recours. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Pour toutes ces raisons-là, on a très envie. Il faut lire votre livre. C'est une très belle plume d'ailleurs, puisqu'on connaît votre plume. Infiniment. Dernière question. Il a lu le livre, il a apprécié cette biographie très fouillée, peut-être intimiste. Mais vous savez, les gens, quand on écrit sur eux, sur leur intimité, ils ont toujours un problème avec la photo que ça leur renvoie. Voilà. Maintenant, c'est plutôt un livre empathique, malgré tout.
à lire. Merci beaucoup Anna Cabana. Merci Jean-Louis d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. C'est une bonne nouvelle qui se confirme, mais je vous le disais tout à l'heure, on va quand même employer par précaution le conditionnel. Après 5 ans d'emprisonnement, Gilad Shalit, ce jeune soldat franco-israélien enlevé en juin 2006 dans la bande de Gaza, pourrait être libéré dans les prochains jours. Ce soir, le Hamas d'un côté, Benyamin Netanyahou de l'autre, confirme qu'un accord a été trouvé. On a appris tout au long de cette soirée que le chef palestinien Marwan Barghouti serait libéré dans le cadre de cet accord avec plus de 1000 Palestiniens. Et puis sur notre antenne, première réaction de la porte-parole de la famille, Shira Ansky, qui se félicite évidemment de cet accord et qui attend avec la famille de Gilad Shalit le retour du jeune soldat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission politique preuve par 3, l'invité Laurent Fabius. Je vous dis bien sûr à demain avec plaisir. Laurent Fabius est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Ravi d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, bien sûr, faites campagne dans cet entre-deux tours d'une primaire qui pourrait d'ailleurs se révéler périlleuse pour le Parti socialiste en quête de leadership depuis des années. Et oui, si le score était trop serré, je ne sais pas si vous avez un pronostic. Écoutez, moi j'ai un souhait, c'est que Martine Aubry soit désignée et soit présidente de la République. Mais il semble que ce soit probablement très serré. Très serré. De toutes les manières, quel que soit le titulaire de la victoire, il y aura un rassemblement. Et on y verra, et des personnes comme moi y veilleront. Alors, en tous les cas, vous l'avez rappelé, vous êtes soutien de Martine Aubry dans cette compétition, la plus compatible à vos yeux avec les idées, sinon avec la personne d'Arnaud Montebourg. Vous serez interrogé dans un instant par Christine Pouget de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis par Perrine Tarnaud de Public Sénat. Nicolas Sarkozy critique la primaire socialiste, il la juge contraire à l'esprit de la Ve République et qu'il ne peut être l'otage, dit-il, des partis. Est-ce qu'il a raison sur le fond? Non. Et je vais vous donner l'explication, parce que vous êtes certainement haletant. Pourquoi est-ce que M. Sarkozy prend cette position, qui est d'ailleurs contredite par son Premier ministre, M. Fillon, qui a trouvé que les primaires étaient excellentes, par le président de l'Assemblée nationale, qui est du même parti, M. Accoyer. Alors pourquoi M. Sarkozy prend-il cette position? Eh bien, je vais vous faire cette révélation. C'est parce que s'il y avait des primaires au sein de l'UMP, il ne serait pas désigné pour être candidat. Et voilà pourquoi il prend cette position. Bien, mais c'est vrai qu'a priori, on ne peut pas imaginer des primaires dans un parti dont est issu le président sortant. Ça, vous le reconnaissez? Oui, aussi. Mais ça ne le concerne pas directement. Oui, mais enfin, la réalité, si vous voulez, c'est que, compte tenu de la politique qu'il mène, M. Sarkozy est devenu très impopulaire, et qu'au-delà de cette impopularité, la majorité des Français, y compris à droite, ne souhaitent pas qu'il se représente. Et donc, il essaye de noyer le poisson, si on peut dire. Et puis, la réalité aussi, c'est que les primaires, peut-être on va en parler, ont été jusqu'ici un très grand succès, et que la droite, au lieu de reconnaître ce succès, simplement, en disant c'est une bonne idée, on fera la même chose, essaye de s'accrocher aux branches. On avait déjà eu, je ne sais pas si c'est M. Copé, M. Guéant ou d'autres, ou tous les deux, qui nous avaient expliqué que c'était attentatoire à la démocratie, qu'il allait y avoir des fichages, etc. Évidemment, tout ça n'avait aucun sens. Et l'autre jour, je m'exprimais à la télévision avec M. Copé en face de moi, et je l'ai remercié, parce que je lui ai dit, j'y attendais pas, qu'il avait contribué à ce succès en critiquant de manière tellement absurde ce système, que finalement les gens avaient été intéressés. Non, c'est un grand succès, c'est une démocratisation de la démocratie, ça va changer beaucoup de choses, et je crois que c'était le moment de le faire. Et il faut reconnaître, vous citiez Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg était un des promoteurs de cette affaire, et Martine Aubry l'a décidé, l'a organisé.